Bonjour chez vous, ravi de vous retrouver, ravi de rentrer chez vous tous les mercredis soirs. Je suis contente d'être là et aujourd'hui j'accueille sur le plateau quelqu'un que vous connaissez le visage et dont peut-être vous reconnaîtrez un petit peu la voix. Bonjour Jean-Louis Rabou. Bonjour Koulsoum, bonjour à tout le monde. Ben oui, alors, merci de m'avoir reconnu. Mais oui, certainement qu'ils vous ont reconnu. Donc, vous nous revenez avec un livre, Un jour tu viendras, votre 9e roman. Mais avant, je vous rappelle que Jean-Louis Rabou était un journaliste. Il était au quotidien de la Réunion et au journal de... Non, ça c'est accessoire. Ah, ça c'est accessoire. J'étais rédacteur en chef du quotidien pendant un quart de siècle. D'accord. Point final. Point final. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que son visage ne vous est pas inconnu. Et son écriture aussi, puisque on l'a déjà reçu avec Gismi sur le plateau. Il était déjà venu nous parler de son écriture, des thèmes qu'il adore. Mais j'ai découvert autre chose, c'est qu'il n'avait pas pour passion que la lecture et l'écriture. J'ai vu aussi que le rugby, c'était aussi son dada. Voilà. C'est vrai. C'est aussi son dada. Alors, déjà, ce roman, l'idée, comment vous est venue de l'idée d'écrire Un jour tu reviendras, cette histoire de deux garçons, en fait, qui appartiennent à deux milieux différents et qui vont, comme ça, nous emmener le lecteur à réfléchir, parce que j'ai beaucoup souri, moi, à la lecture de ce livre. Alors, cette idée, comment elle vous vient ? Alors, franchement, je pense qu'on ne sait jamais trop pourquoi, pourquoi tel livre plutôt que tel autre. Parfois, ça part d'une idée de façon très ponctuelle. Ça peut partir d'une phrase, ça peut parler... Et si je voulais mentir, je dirais que je voulais écrire un roman sur l'amitié. Ça peut être un roman sur l'amitié. Ça peut être un roman sur le hasard. Oui. C'est un roman aussi sur le déterminisme. Est-ce qu'on peut échapper à sa condition initiale ? Oui. C'est tout ça à la fois, mais l'idée du premier jour... d'ailleurs, je ne me rappelle pas des premiers mots. Franchement, je ne le sais pas. Mais c'est vrai que ce déterminisme, on le sent dès le titre. Dès le titre, tu viendras. On sent et ça interpelle. On dit, un jour tu viendras, c'est-à-dire que ça oblige à se projeter dans le futur. Sinon, le titre déjà ne tient plus. Oui. Alors aussi, j'ai trouvé beaucoup de références. Et donc, au départ, vous démarrez déjà avec la référence à Tonton David et Jean-Paul II. Je me suis dit, tiens, dès les premières pages, les deux là. Alors, c'est vrai qu'il y a une spiritualité peut-être. Alors, j'ai mieux connu le premier que le deuxième. Que le second. Mais vous plaisantez, mais c'est au départ... Alors, ça n'est pas le début de l'idée du roman, mais il se trouve que j'ai passé une nuit un peu folle et alcoolisée avec Tonton David à Montparnasse, il y a une vingtaine d'années. Et que ce qui est amusant, c'est que nous avons passé une nuit à boire et à parler. Je ne savais pas qu'il était Tonton David et il ne savait pas que je venais de la Réunion. Et c'est au petit matin, à l'heure des croissants, donc fort tard dans la matinée, qu'on s'est identifié. Ah oui. Alors, ce n'est pas le thème du livre, mais il y a un peu de ça dans le sens, sa célèbre chanson que vous connaissez, Chacun sa route, chacun son chemin. Quelque part, c'est un peu le thème. C'est le thème du livre, mais ce n'est pas l'histoire de Tonton David. Non. Mais le thème, en fait, tout à l'heure, je parlais de l'amitié, du hasard et compagnie, c'est ça quelque part. Chacun sa route, chacun son chemin. Est-ce qu'on peut sortir de sa route ou est-ce que tout ça est tracé dès le premier jour ? Dès le premier jour. Donc, on est avec le fils d'un médecin, parce que là, c'est le fils de médecin, il vient d'une certaine société. Disons le fils d'un grand bourgeois métropolitain. Oui, aussi. Et l'autre personnage, c'est un réunionnais plutôt d'origine très modeste, qui se retrouve en métropole. Ouais. Et les deux vont lier une amitié, ou ce qui ressemble à une amitié, avec pour intérêt et pour originalité, là je vante un peu mon bouquin, c'est que chacun, quelque part, du moins c'est ce qu'on lit, est-ce que c'est vrai, on n'en sait rien, on le saura par la suite peut-être, c'est que chacun finalement voudrait sortir de sa condition et être un peu l'autre. C'est-à-dire le fils de bourgeois, voudrait être ce petit, c'est pas péjoratif quand on dit petit réunionnais, c'est plutôt au niveau conditions sociales, modeste. Finalement, il voudrait, et puis peut-être découvrir cette île qui, quelque part, a des côtés merveilleux, des côtés parfois contradictoires, mais des côtés merveilleux.
Et l'autre, bien sûr, il aspire à être ce grand bourgeois, son pote est avocat. Il aimerait, lui, être à la place de cet avocat. Voilà. Mais alors, on est deux personnages aux antipodes, deux personnages qui sont... exact. Qui, normalement, leur chemin ne doit pas se... Éventuellement. Et il se trouve que le hasard les a fait se retrouver dans la même classe quand ils sont au collège. Voilà, et on va les suivre jusqu'à, disons, 50, 60 ans. Mais au départ, ils se lient d'amitié quand ils sont collégiens. Voilà. Après, j'ai trouvé vraiment un peu dur au moment où vous dites c'est une fille de nénène, sans rien, et un oreilles alcoolisées, mal... je me suis dit, le tableau est un peu noir. Ah ben c'est un roman. Très, très, très noir. Mais c'est pas si noir que ça, parce que, Koulsoum, vous avez dû, vous qui êtes une fine lectrice, la littérature locale... Oui. Alors moi, je suis un peu partout. Moi, je ne suis pas ni local ni ailleurs. Je suis mondialiste, disons. Mais souvent, la littérature locale, c'est une littérature de mémoire. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le passé et souvent, et ce n'est pas un jugement de valeur, souvent dans une peinture négative et sombre de la Réunion. Souvent, en effet, on voit des gens alcooliques, qui vivent tous dans des casantoles, qui sont au chômage sur le pas de la porte, etc. Donc, c'est pas moi qui ai dépeint. C'est une... Voilà. Mais il se trouve que mes personnages, quand on écrit un roman, on invente des personnages. Un de mes personnages, en effet, est d'un milieu social et l'autre d'un autre milieu social. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est réunionnais et métropolitain. Ça pourrait être un Autrichien et un Sénégalais. Oui, voilà, je veux dire, c'est... Et donc, elle a 17 ans, elle est jolie, la maman, donc d'où ça vient, elle va être dauphine, Miss, et comme beaucoup de gens de la Réunion rêvent, que beaucoup de filles, moi aussi, j'ai rêvé à un moment donné d'être ces jolies filles qu'on voit à la télé, ces jolies Miss, ces jolies dauphines, et donc elle rêve de ça, et puis ensuite on raconte sa réalité qui est autre, parce que après... Exactement, et son compagnon, qui est donc... qui est ce métropolitain qui est venu vivre à La Réunion, qui est ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si on le dit toujours aujourd'hui, un vendeur d'EO, mais c'est un mauvais garçon. Mais simplement, en effet, comme cette fille est très jolie, comme cette fille est première dauphine, je crois, d'une élection dans le chef-lieu, voilà, et la fille, forcément, se laisse impressionner, et lui abuse de sa situation, et surtout, ils partent en métropole, et une fois arrivé en métropole, lui, il la largue et mène sa vie, et elle se retrouve seule avec son gamin. Oui. Et j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé que cette dame, c'était quand même une femme forte, parce qu'elle n'a pas lâché, elle s'est pas dit je rentre au pays, elle s'est dit non, je vais continuer. Elle était un peu victime aussi. Vous savez, quand vous partez, certaines générations l'ont connu, vous partez, vous pensez pouvoir revenir, et vous n'avez pas, des fois, tout bêtement, les moyens matériels de revenir. Donc moi, je pense plutôt que cette maman est paumée, d'ailleurs, de fil en aiguille. Elle va être à la rue au sens premier du mot. Je ne voulais pas tout dévoiler non plus, parce qu'on ne va pas tout dévoiler, parce qu'il faut bien aussi qu'il vienne le lire. D'autant que la maman n'est pas le personnage principal du livre. Non, pas du tout. En fait, ça se recentre sur nos deux protagonistes, nos deux garçons. Donc, à un moment, vous évoquez aussi ces enfants de la Creuse, puisqu'on est dans des départs et tout. Et il y a un terme à la page 20 que je ne connaissais pas, les initiales STO. Moi, je sais pas. C'est le service de travail obligatoire. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des gens étaient contraints de partir en Allemagne, travailler dans des usines allemandes. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, c'est le cas d'ailleurs, pour raconter ma vie, c'est le cas de mon père. Mon père a pris le maquis, non pas par sens de l'héroïsme, mais parce qu'il ne voulait pas être embarqué pour l'Allemagne, dans le cadre du STO. Oui. Voilà. Alors j'ai regardé STO, j'ai trouvé plein de définitions. Je dis, mais de quoi il me parle? Voilà. Alors cela étant, on ne peut pas comparer le STO et le départ des enfants de la Creuse. Voilà. Non, parce que vous y faites allusion rapidement en disant que ces enfants-là, quand ils sont arrivés là-bas, ils ne savaient pas qu'ils allaient travailler, que c'était limite de l'esclavage, ce qu'ils ont. En même temps, je nuance, Koulsoum, parce que quelque part, et ça ne plaît pas d'ailleurs forcément à tous les lecteurs, je pose la question, ou du moins je fais poser la question à un de mes personnages. C'est facile, quand on est romancier, c'est pas soi-même qui parle, c'est le personnage, mais je fais dire poser la question quelque part à un personnage. Est-ce que
l'affaire des enfants de la Creuse est plus ou moins grave qu'aujourd'hui le fait qu'à La Réunion, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté dans une indifférence quasi générale. Personnellement, c'est mon avis personnel, donc là c'est pas le romancier, c'est Jean-Louis Rabou. Moi j'estime qu'à La Réunion, au XXIe siècle, 40% de la population vivent sous le seuil de pauvreté, c'est grave, à la limite, plus grave que les enfants de la Creuse, qui était un scandale, mais là, les 42%, vous vous rendez compte, c'est énorme. Il n'y a pas un département de France qui arrive à la moitié de ce chiffre. Ça, c'est un scandale qui indiffère apparemment l'ensemble de la classe politique et sociale. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai, peut-être qu'il ne faut pas s'amuser à comparer, puisque les cicatrices sont là. Et puis, c'est vrai que vous croyez, Kulsoum, que dans 20 ans, quand les historiens parleront de La Réunion, qu'ils apprendront que d'un côté, une partie de la population était payée à 53% au-dessus du salaire national, et que de l'autre côté, il y avait 42% de la population qui vivait sous le seuil de la pauvreté en France, vous croyez que les historiens, ils relèveront pas ça? Mais aujourd'hui, c'est la politique de l'autruche. On ne regarde pas ces chiffres. On ne regarde pas ces chiffres. Oui, mais ils nous reviennent quand même. Hein. Quand on a quand il y a eu les Gilets jaunes, quand il y a des mouvements, ces gens, ou le chaudron et tout, on a comme une lame de fond qui nous arrive en plein cela étant, là je m'emporte un peu, parce que le livre ce n'est pas que ça. Et La Réunion, mais je ne voudrais pas que les téléspectateurs... La Réunion est aussi un pays rare, par ses qualités, je veux dire. Il ne faut pas voir que le côté négatif. Non, La Réunion est quand même est formidable. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un département qui fait venir du monde. Pareil, dans les solitudes, j'allais dire entre guillemets, La Réunion est certainement le seul département de France, même pas sûrement, certainement, et même peut-être la seule région du monde qui a doublé sa population en 40 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc ça veut dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, et malgré ce que j'ai dit précédemment, il fait bon vivre à La Réunion. Ah, mais bien évidemment qu'il fait bon vivre à La Réunion. Alors, pour revenir au roman, celui qui est bourgeois, il cherche à s'encanailler. Hein, fils de bourgeois, parce que lui-même, justement, il récuse, il n'a plus trop envie de ses apparences, etc. Oui, mais enfin, il est dedans. Quand même. Il est dedans, mais le fric ne l'intéresse pas trop. C'est ça qui l'agace. D'ailleurs, à la fin du livre, on verra, je ne vais pas tout raconter. Bah oui. il ne va pas où on l'attend, mais il quitte quand même sa condition. Il était avocat, il n'est plus avocat. Il va choisir un autre chemin. Je ne rappelle plus votre question. Oui, non, mais je me disais, le fait de ce désir d'être l'autre, c'est ça ma question. C'est très humain aussi. Je pense qu'on a souvent... Voilà. Regardez, moi j'ai envie d'être Kulsoum. C'est moi qui poserai les questions et vous seriez obligé de me répondre. C'est formidable. Vous l'avez fait pendant longtemps. Mais ce besoin d'être l'autre, cette identité que on se cherche et on envie l'autre. Donc certes c'est humain, mais pour ces garçons, il y a une incompatibilité de compréhension. L'un ne comprend pas l'autre. En fait, ils ne se comprennent pas, puisque moi j'ai envie d'être toi, toi tu as envie d'être moi, mais parce que en dépit de leur amitié, il y en a forcément un qui a... d'ailleurs, c'est ce qui est dit, je crois, en début du livre. Un personnage dit « ça sera plus facile pour l'un que pour l'autre ». Parce que, comme on dit, qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins peut pas le plus. Donc celui qui est l'enfant de milieu modeste, c'est vrai que ça sera plus difficile pour lui d'accéder à ce que j'appelle la bourgeoisie qu'à l'autre de régresser. Voilà, à la limite. Puis, il y a aussi pour lui une possibilité de retour. Si jamais il s'en va à la campagne, par exemple, il pourra revendre ses vaches et reprendre sa robe d'avocat. Alors que l'autre aura forcément, et c'est là que je posais la question du déterminisme, c'est pas toujours facile de sortir de sa condition. Non. Donc, et puis vous pointez énormément au milieu de ces deux garçons le problème de l'argent. En fait. Bien sûr. L'argent est roi. Oui. Parce qu'à un moment, vous parlez de l'argent baguette, pied de riz. Enfin, il y a toute une flopée de comparaisons et d'argent et de sources d'un côté ou de l'autre. Donc, cet argent-là, on peut quand même créer quelque chose d'une amitié semblable sans cet argent, puisque à un moment, quand même, ces jeunes-là, malgré qu'ils viennent de donner, ils vont quand même cheminer. Il y a une amitié réelle, profonde. Il y a une amitié réelle
qui est peut-être moins profonde qu'on ne le pense, mais il y a réellement une amitié. D'ailleurs, elle n'aurait pas pu durer sinon aussi longtemps. Ben oui. Grosso modo, c'est pas dit dans le livre, mais grosso modo, je la fais durer de l'âge de 15 ans à 50 ans. Voilà. Donc, il y a réellement quelque chose. Pourquoi mais vous dites pas profond? Excusez-moi de vous interrompre. C'est pour ça qu'à la fin, on ne sait pas trop si l'un n'a pas piégé l'autre. Ah oui, ok. Mais c'est comme dans une histoire d'amour. Je veux dire, il peut y avoir... Donc, on ne sait pas. Il y a de la limite, je n'ai pas envie de répondre à la question parce que je laisse au lecteur. La fin du livre, je la laisse un peu au lecteur. J'aime pas donner les. Non. J'aime pas donner les réponses. C'est pour ça que je me suis dit. Mais c'est vrai qu'il y a une amitié qui. C'est le thème du livre. Hein. Pourquoi en quatrième de couverture, je crois que l'éditeur a parlé d'une amitié improbable. Oui, c'est vrai que quelque part, ça n'est pas tous les jours. Oui. Comme je dis parfois en plaisantant. C'est pas dans le livre, là c'est une bêtise à l'Arabou. Sur le siège passager d'une Porsche, vous voyez rarement, pour reprendre votre mot de tout à l'heure, qui n'est pas le mien, on voit rarement la nénène. Oui. Voilà, c'est un peu ça le truc. Hein. C'est comme par hasard. Voilà. On ne voit pas la nénène. C'est méchant ce que j'ai dit, je me repens. Si mon Seigneur nous regarde, je me repens. Et puis, il y a quelque chose aussi d'un peu touchant sur ces personnages, parce qu'il y en a un qui, pour pouvoir rentrer dans la famille de l'autre, pour pouvoir imiter, va se mettre à l'art. Il va devenir un artiste parce qu'il se dit le monde de l'art, le monde artistique, c'est un monde où d'élitiste peut-être, ou voilà qu'il ne connaît pas en fait. Exactement, c'est surtout ça qu'il ne connaît pas, qui est interdit. Voilà, c'est interdit à certains. Oui. Mais c'est valable dans la vie de tous les jours. L'art n'est pas fréquenté par tout le monde. Il y a des gens qui ont fait comprendre, c'est pas dit comme ça, mais ça revient à dire ça, c'est pas pour toi. Ouais. On parle de livres ce soir, mais je pense qu'il y a un tas de gens qui, c'est pas qu'ils ne veulent pas lire, c'est que quelque part dans leur éducation, on leur a dit, ça c'est pas pour toi. Oui. Souvent, j'en rencontre des gens. Alors, on arrive presque à la fin. Vous êtes bavard d'un coup. Nous sommes très est-ce qu'il y a un objet qui vous caractérise ou une idée ou quelque chose qui, voilà, ça fait partie d'une partie de l'auteur qu'on ne découvre pas ni dans les livres ni rien, mais quelque chose qui vous caractérise. Puisque vous me prenez de court, je dirais spontanément, et c'est pas du baratin, mon petit-fils. Ah oui. Parce que parfois j'ai l'impression d'écrire, pas pour moi, et en même temps que pour moi, c'est-à-dire je n'en fais pas un commerce, mais quelque part quand je ne serai plus là, j'ai l'impression que mon petit-fils pourra rester un peu avec moi par mes livres. Et la deuxième chose, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le rugby le ballon de rugby, parce que peut-être comme des fois quand on écrit, j'aime bien les rebonds en fait d'un ballon de rugby. Ouais, et ça rend ce sport intelligent, parce que le ballon, lui, est bête. Il ne sait pas où il va, le joueur ne sait pas où le ballon va aller, et pourtant on joue avec. Et c'est un sport merveilleux, mais j'aime ce côté imprévisible du ballon de rugby. Oui. Voilà, c'est un peu bête. Donc mon petit-fils, bien sûr ma femme et ma fille, et mon fils, et ma fille, pardon. Je confonds ma fille et mon petit-fils, c'est grave. Et voilà. Mais c'est vrai que, et je suis mamie depuis que 4 ans, et c'est vrai que dès qu'on franchit ce pas-là, il y a quelque chose d'autre qui se crée, il y a quelque chose d'autre qui vient dans l'esprit. D'être grand-parent, d'avoir des petits... Oui, il y a quelque chose qui n'est pas convaincu, que moi je ne connaissais pas Exactement. Avant. Mais c'est une deuxième... Enfin, c'est banal ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est une deuxième vie. Mais il se trouve que peut-être, et certainement pour vous, Koulsoum aussi, j'ai la chance d'avoir le plus beau, le plus intelligent, le plus merveilleux des petits-enfants. C'est peut-être pour ça. Et il est unique parce qu'il est seul. Et comme je disais souvent, moi j'ai une fille aussi, une seule fille. Et parce qu'on disait toujours avec mon épouse, on a réussi la première, pourquoi on va s'emmerder à risquer de rater la deuxième? Exact. Donc on en a une, et j'ai un petit-fils qui est le plus beau des petits-fils et le plus gentil des petits-fils, le plus intelligent. Donc... je le prends tel qu'il est et que lui seul. Et donc, je vous invite à revenir sur notre plateau la prochaine fois. Koulsoum, demain, si vous voulez. Avec notre livre, notre thème. Avec plaisir, nous vous recevrons sur Racontaz littéraire. Merci d'avoir répondu à notre invitation et vous êtes le bienvenu dès que c'est prêt, dès que le prochain. C'est moi qui vous remercie infiniment, Koulsoum. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.